dans le grand dossier sur LCI. L'Ukraine attend ses patriotes après l'annonce faite par Donald Trump. Souvenez-vous, c'était ce lundi. Tout est fait pour accélérer les envois après les bombardements massifs de la part de la Russie. Une décision qui a déclenché toute une série de réactions à Moscou et un rappel de la doctrine nucléaire russe par Dmitri Peskov hier. L'OTAN renchérit. Aujourd'hui, un général évoque la possibilité d'une prise rapide et inédite de Kaliningrad, l'enclave russe en Europe. La tension, elle monte de chaque côté. Livraison d'armes à l'Ukraine, la nouvelle escalade, c'est le thème de notre grand dossier. L'armée et ses alliés ont désormais la capacité de détruire Kaliningrad depuis le sol dans un délai inédit et plus rapidement que nous n'avons jamais pu le faire. La doctrine nucléaire de la Russie reste en vigueur et par conséquent, toutes ces dispositions continuent de s'appliquer. Et pour en parler dans ce grand dossier, nous sommes avec nos invités, nos experts. Sylvie Berman, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Ancien diplomate, ancien ambassadeur de France en Russie. Nous sommes également avec Marc Semo. Bonjour Marc, bonjour. Journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge. Nous sommes également avec Guillaume Lagan. Bonjour. Bonjour. Guillaume, spécialiste des questions de défense et de relations internationales et maître de conférences à Sciences Po. Alors hier, on vous parlait des propos outranciers de Dimitri Medvedev, l'ancien président russe qui évoquait des frappes préventives sur l'Occident. Est-ce une réponse à ces propos ou pas? Un général américain, on l'a entendu, affirme que l'OTAN pourrait s'emparer de Kaliningrad en Russie avec une rapidité inédite. On l'écoute dans son intégralité. Prenons l'exemple de Kaliningrad. On peut discuter de tout et de rien, mais elle est entourée par l'OTAN de tous les côtés. L'armée américaine et ses alliés ont désormais la capacité de détruire Kaliningrad depuis le sol dans un délai inédit et plus rapidement qu'on ne pourrait l'imaginer. Nous avons déjà planifié cela et nous l'avons déjà développé face aux problèmes de masse et d'élan que nous pose la Russie. Voilà, alors de quoi parle-t-on? On va la voir sur cette carte, cette enclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie, 75 km, l'une des régions les plus militarisées d'Europe, où les Russes ont stocké toute une série d'armes, et notamment nucléaires. Chris Donahue a déclaré que les capacités alliées leur permettent désormais de démanteler cette zone depuis le sol plus rapidement que jamais. Alors on se pose plusieurs questions dans ce grand dossier. Guillaume Lagan, tout d'abord, pourquoi ces propos qui sont lourds de conséquences et pourquoi maintenant? Alors, ce sont des propos effectivement très, très lourds, parce que je rappelle que l'OTAN, c'est une alliance qui est défensive, ce n'est pas une alliance qui est faite pour attaquer, agresser, envahir un État. Là, les propos du général Donahue me paraissent s'expliquer par trois facteurs. D'abord, je pense qu'il y a un facteur militaire qui est une réalité, c'est-à-dire que Kaliningrad, c'est une zone un peu gênante pour les pays de l'OTAN. Rappelez-vous, entre Kaliningrad et la Biélorussie, il y a ce qu'on appelle la trouée de Suwałki, c'est-à-dire une région dont on sait que si les pays baltes étaient envahis, elle serait ensuite le couloir d'invasion de la Pologne. Donc c'est une zone très sensible. Donc d'un point de vue strictement militaire, il est normal qu'il explique que en cas de conflit avec la Russie, Kaliningrad serait une prise nécessaire pour l'OTAN. Ensuite, je pense qu'il y a un effet diplomatique. On voit depuis quelques jours l'administration américaine qui semble avoir une position beaucoup plus ferme sur le dossier russe, parce que M. Trump est lassé de voir M. Poutine ne pas répondre à ses offres de discussion. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être de la part des Américains la volonté de monter un peu les enchères et de faire sentir aux Russes la puissance américaine et la puissance de l'OTAN, non pas pour le faire, mais pour leur indiquer que voilà, le sujet ukrainien doit être pris au sérieux. Puis après, il y a peut-être aussi une dimension, je dirais, de communication nouvelle, c'est-à-dire que l'OTAN, qui jusqu'ici restait très discrète sur ses capacités, avec parfois le sentiment chez nous que finalement la Russie nous dominait sur le plan de la masse, etc. Là, c'est peut-être aussi une manière de montrer un peu les dents et de rappeler que l'OTAN n'est pas quand même complètement incapable d'infliger des
des défaites à la Russie. Ouais. On assiste, Sylvie Bermann, à un changement de ton, finalement, de la part de l'OTAN et des États-Unis, puisque c'est un général américain. C'est un général américain, oui. À partir du moment où c'est Donald Trump qui donne le ton et où il est beaucoup plus critique vis-à-vis de la Russie, du coup, les généraux américains peuvent l'être aussi. C'est aussi une question de dissuasion par rapport aux déclarations russes. Il y a une forme d'escalade verbale, hein, ça c'est très clair. Mais bon, Medvedev en est le grand spécialiste, donc il est un petit peu responsable de ça. C'est la réponse du berger à la bergère. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est aussi facile, parce qu'effectivement, il y a une installation d'Iskander depuis des années et d'armes nucléaires. On rappelle peut-être les propos de Dmitri Medvedev hier. Il parlait de la nature perfide de l'Occident et son sentiment déformé de supériorité qui sont toujours évidents. Et il disait effectivement que nous devons devoir agir en conséquence en ripostant pleinement, voire en lançant des frappes préventives si nécessaire. Voilà ce qu'il disait hier. Donc c'est peut-être effectivement la réponse. Oui, c'est la réponse. Mais surtout, c'est le grand mérite de remettre le focus sur ce qui est l'épicentre d'une prochaine crise après l'Ukraine entre la Russie et l'Occident. Parmi les scénarios évoqués par les experts occidentaux, il y a une attaque russe sur la ville de Narva où il y a une forte minorité russe. Et surtout, il y a, et c'est directement lié à Kaliningrad, une prise du corridor de Souvalki qui est cette bande de terre qui n'est pas très large, hein, c'est 80 km de long, 65 km de large, qui sépare Kaliningrad du Bélarus, mais surtout qui relie la Pologne territorialement aux pays baltes. Oui. Donc l'enjeu est énorme, c'est-à-dire pour la Russie, il y a d'un côté Kaliningrad qui techniquement n'est pas une enclave, mais une exclave, oui, parce qu'elle est ouverte sur la mer, tout à fait, et qui, via le Bélarus, serait rattachée à la mer patrie, et de l'autre côté, pour les Européens, il est hors de question, l'OTAN, d'accepter que les pays baltes soient coupés de la Pologne. Donc c'est un enjeu stratégique énorme qui revient de façon récurrente. Et effectivement, le général, en disant ça, s'insère dans ce débat. Aujourd'hui, on sait que ça va être un foyer de crise. Et il faut montrer de ce point de vue-là à la Russie qu'effectivement, les Occidentaux changent de ton, qu'ils ont aussi, s'il le faut, des capacités de réponse, des capacités offensives sur justement ce qui est le point focal, le point nodal d'une future éventuelle prochaine crise. Et écoutons justement la réponse de Dmitri Peskov à ces propos du général américain sur Kaliningrad. C'était tout à l'heure, écoutez-le. Il s'agit d'une déclaration de plus dans la série de déclarations hostiles et agressives que nous entendons souvent de la part des représentants des ministères de la Défense des pays européens. L'OTAN est l'instrument de la confrontation. C'est un bloc hostile à notre pays. Bien sûr, cela nous oblige à le garder à l'esprit et à prendre les mesures appropriées pour assurer notre propre sécurité. Voilà, Dmitri Peskov qui lui-même rappelait hier la doctrine nucléaire russe, doctrine qui a été élargie il y a quelques mois, lui-même en réaction à l'annonce de Donald Trump ce lundi. Oui, alors évidemment, ça c'est le risque auquel on s'expose avec la Russie, c'est que le pouvoir russe n'est jamais avare de déclarations enflammées, extrêmes, et donc effectivement, M. Peskov a beau jeu de répliquer que voilà, ça confirme en fait le discours de la Russie sur le fait que l'Occident est une menace pour Moscou. Et évidemment, le risque, c'est d'une certaine manière de resserrer les rangs du pouvoir russe et de légitimer à nouveau l'opération militaire spéciale auprès de la population. Mais je crois que là, pour le coup, il faut distinguer les déclarations publiques qui iront de toute façon toujours dans ce sens-là du message politique que reçoit la Russie. Et je pense que le message qu'elle reçoit n'est pas nécessairement très positif, parce que je vous rappelle, sur la séquence là, des 6 derniers mois, on a quand même l'espoir du côté russe que l'administration Trump soit celle qui rompe les liens avec l'Ukraine, qui abandonne en quelque sorte le pays. Là, la séquence depuis quelques jours, objectivement, même si les Russes disent que ça n'a aucune importance pour eux, elle n'est pas très bonne, parce qu'on a l'annonce du président Trump selon lequel il va y avoir d'autres livraisons d'armes à l'Ukraine, il va y avoir la perspective de sanctions à la rentrée avec ces 50 jours qui ont été l'ultimatum quand même qui a été donné à M. Poutine sur l'Ukraine et le cessez-le-feu. Et cela maintenant qui s'ajoute donc des déclarations de militaires américains. Alors en plus, le fait que ce soit des militaires américains, c'est très intéressant parce que par rapport à l'objectif russe qui était de découpler
l'Europe et les États-Unis, en désignant l'Europe comme le fauteur de guerre, le plus agressif, et les États-Unis comme étant celui qui était le plus raisonnable. Là, on a non seulement l'impression que les États-Unis rentrent dans une logique un peu plus musclée vis-à-vis de Moscou, mais en plus, la déclaration du général américain montre que les États-Unis restent attachés à la sécurité européenne, attachés à l'OTAN. Donc là aussi, par rapport à l'objectif stratégique des Russes, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle. Oui, parce que Sergueï Lavrov, effectivement, on l'avait entendu hier là-dessus, il parlait d'un Donald Trump coincé entre ses alliés et l'OTAN, qui ne désirait pas spécialement ce qui se passait aujourd'hui. Marc-Semo. Oui, d'autant que ce général, par ailleurs, c'est le commandant des forces terrestres en Europe et en Afrique. Donc c'est pas un général quelconque. Donc cette déclaration que l'on peut imaginer quand même, malgré tout, pesée, un peu réfléchie, prend un certain sens. Et effectivement, toute la stratégie de Poutine, et là-dessus, il était, au travers de Trump, était cette idée de casser l'Occident, de ce que lui appelle, ce que les Russes appellent l'Occident collectif. Et il y avait plus ou moins réussi. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Steve Witkoff sort de chez Poutine avec un plan pour l'Ukraine qui, globalement, va au-delà même de ce que pouvaient vouloir les Russes. On humilie publiquement Volodymyr Zelensky dans le bureau Oval, etc. Donc, les changements sont quand même, depuis, extrêmement importants. Et les nouvelles offensives que lance la Russie, avec notamment les attaques massives de drones, les saturations, etc., sont en train, finalement, de faire se ressouder l'Occident collectif, au moins face à la Russie, et notamment dans cette crise ukrainienne. Non, juste pour rebondir sur ce que dit Marc, je rappelle que la semaine prochaine, il va y avoir une nouvelle réunion, vous savez, de ce qu'on appelle le groupe de Rammstein, c'est-à-dire le groupe des États qui soutiennent l'Ukraine. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que Pete Hegseth, c'est-à-dire le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, a annoncé sa participation. Or, rappelez-vous, lors des dernières réunions, il était pas abonné absent. Donc, on voit bien que l'administration américaine, dans l'ensemble de ses composantes, s'est mis dans la nouvelle logique qui est celle de monsieur Trump. Et s'agissant de monsieur Hegseth, c'est un avalant son chapeau, puisque c'était apparemment lui qui avait décidé, vous savez, la suspension des livraisons, mais finalement, monsieur Trump n'était pas au courant. Donc voilà. Tout se fait un peu dans le chaos, mais la direction n'est pas nécessairement bonne pour Moscou. Est-ce qu'il faut aussi lire ces déclarations du général américain sur cette hypothèse qui a été formulée notamment même par Mark Rutte, c'est-à-dire que la Chine pourrait attaquer Taïwan. Pendant ce temps-là, la Russie pourrait en profiter pour attaquer le flanc est de l'OTAN. Est-ce que finalement on peut aussi le lire comme une réponse en disant écoutez, nous on est prêts et voilà ce qu'on sait faire et voilà ce qu'on fera? Oui, enfin ça, c'est pas très réaliste. C'est Mark Rutte qui le dit quand même, c'est le patron. Oui, c'est aussi lui qui dit on est content d'avoir papa pour séparer les belligérants. Donc je pense qu'il y a un petit peu là aussi dans les propos qu'il tient d'excès. De toute façon, je pense que les Chinois ne sont pas prêts à intervenir à Taïwan, ce que disent tous les Américains. Et Xi Jinping ne va pas appeler Poutine en lui disant occupe-les en Europe. Je veux dire, tout ça ne fait pas beaucoup de sens. Mais non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que effectivement, Donald Trump voulait vraiment offrir une porte de sortie à Poutine, voulait effectivement une coopération très étroite, en particulier sur le plan économique. Non seulement Vladimir Poutine ne l'a pas saisi, mais au contraire, il a provoqué Trump. Parce qu'il aurait continué à se battre dans le Donbass, je pense que Trump n'aurait absolument pas réagi. Mais de voir que c'était des attaques contre les civils et dans toutes les villes d'Ukraine, c'est quelqu'un qui, finalement, a été choqué par ça et qui a été vexé par cette non-réponse de Poutine. Donc, on en est là. Il a besoin... On dit toujours que la politique américaine, c'est la carotte et le bâton. Il a offert la carotte. Il avait besoin aujourd'hui de montrer le bâton, effectivement, en fournissant des patriotes, en négociant un accord sur les drones, et puis, effectivement, en laissant des généraux tenir des propos beaucoup plus offensifs. En tout cas, suite aux déclarations du président Medvedev sur ces fameuses frappes préventives sur l'Occident, tout cela a tourné en boucle dans les télévisions russes. On regarde un extrait. Nous comprenons tout très bien. Nous voyons que les nazis se préparent à la guerre. Ils ne peuvent pas s'arrêter. L'Europe est vouée à la guerre avec la Russie, et tant que nous ne la frapperons pas de manière préventive, elle ne s'arrêtera pas.
Voilà, c'est toute une rhétorique, Marc Semo, effectivement, qui est reprise par Vladimir Soloviev, qui, bon, effectivement, est un peu un des porte-parole, hein, finalement, des plus durs des plus durs. Oui, c'est le plus dur, avec toujours cette idée martelée que l'Europe est le pire, que c'est l'Europe qui est porteuse du nazisme. Il y avait même eu, sur le site du ministère russe des Affaires étrangères, je ne me rappelle plus comment s'appelait, un de leurs théoriciens géopolitiques qui est revenu sur cette idée que la source des maux a toujours été celle qui venait de l'Europe, et que finalement, avec les États-Unis, c'était possible de s'entendre. Manifestement, maintenant, c'est redevenu plus compliqué. Donc, voilà. Mais effectivement, cette rhétorique n'a aucune raison de s'arrêter. Et surtout pendant ce qui est quand même l'été de tous les dangers pour l'Ukraine, l'ultimatum de Trump est de 50 jours. Une tension sur Pokrovsk. Voilà, tension sur Pokrovsk, et surtout les bombardements sur les civils et tout. C'est finalement l'été où, d'une manière ou d'une autre, Poutine a peut-être la dernière chance d'obtenir sur le terrain les gains qu'il espère, c'est-à-dire le contrôle total des 4 oblasts, qui pour le moment est loin d'être le cas. Il faut voir que par rapport à ce que la Russie contrôlait avant la grande offensive de 2022, l'augmentation c'est 2% du territoire. C'est quand même très très peu. Comme Lagan. Oui, je suis d'accord avec Marc. Effectivement, si on est sur le rythme de conquête actuel du territoire ukrainien, on a encore des décennies de conflits devant nous et de direct sur LCI. Donc là, il y a évidemment un sujet pour la Russie. Maintenant, moi, ce que je remarque quand même, c'est que, vous savez, c'est un peu comme pour les faillites d'entreprise. On dit souvent comment arrive la faillite progressivement et puis soudainement. C'est-à-dire qu'il y a aussi un risque qu'il ne faut pas négliger, que le front ukrainien, à un moment donné, cède. Et je pense que c'est ce qu'aujourd'hui cherche la Russie. Elle cherche à user les forces armées ukrainiennes. Elle fait cette conquête de grignotage qui, pour l'instant, n'est pas très spectaculaire, mais ça peut aussi déboucher, notamment si la supériorité aérienne qu'ils détiennent devient une totale domination. On sait qu'aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de drones ou de missiles qui sont déversés sur l'Ukraine chaque jour. Les experts nous disent, à la rentrée, ça pourrait être 1 millier. Et bien sûr qu'il y a des civils qui sont, voilà, bien sûr qu'il y a des civils qui sont morts, mais il y a aussi dans ces missiles, il y a des destructions sur les capacités militaires de l'Ukraine, sur l'industrie de défense, sur les terrains d'aviation, sur les casernes, etc. Donc il y a aussi un risque que l'Ukraine craque. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a ce discours beaucoup plus dur des Américains et des Européens, parce qu'ils veulent contraindre la Russie à un cessez-le-feu auquel, objectivement, sur le terrain purement militaire aujourd'hui, elle peut ne pas avoir intérêt, parce que finalement, elle se dit, militairement, petit à petit, je peux user l'Ukraine et arriver à mes fins. Et juste pour revenir sur ce que disait M. Soloviev, pour ça, je pense qu'il ne faut pas y prêter beaucoup d'attention. C'est un peu le tout venant de la propagande. Alors, peut-être juste un mot, parce que c'est amusant, c'est l'histoire des frappes préventives. Parce que, rappelez-vous, il y a 25 ans de ça, c'était le grand sujet. Pouvait-on mener des frappes préventives contre des États qui avaient des armes de destruction massive et qui allaient nous attaquer? Et là, on voit que le camp russe a repris cette idée à l'Occident et s'apprête aujourd'hui à théoriser sur les frappes préventives. Mais justement, Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, elle a explicité ce concept de frappe préventive pas plus tard qu'hier. On va l'écouter. Les tout premiers missiles abattus par nos systèmes de défense aérienne nous permettront d'établir rapidement où et comment ils ont été produits et surtout de désigner avec précision leur pays d'origine. Nous avons déjà prévu des conséquences. La Russie se considère en droit d'utiliser ses armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre la Russie. En cas de nouvelle escalade du conflit, nous répondrons de manière décisive et en nature. Voilà, donc ça c'est quand même très clair, hein. Un missile, pourquoi pas français, et une frappe préventive ? Oui, tout à fait. Mais encore une fois, on est un petit peu dans le signalement stratégique d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, ne nous cherchez pas, vous nous trouverez. Et on le fera de manière préventive. Et ils considèrent également que ces attaques visent leurs intérêts généraux, leurs intérêts vitaux. Et donc, plane toujours cette idée du recours possible au nucléaire. On est vraiment aujourd'hui dans cette escalade verbale. Alors, restez avec nous parce que dans quelques petits instants, on parlera de ces patriotes. L'Ukraine les attend. Mais est-ce que c'est si facile que ça ? Où sont-ils, ces patriotes, et comment tout cela va-t-il se passer ? On rentre dans les détails dans cette deuxième partie du Grand Dossier. À tout de suite sur LCI.
Retour sur le plateau du Grand Dossier avec nos invités, nos experts, mais tout de suite les principaux titres de l'actualité avec sur le front des incendies. C'est toujours l'inquiétude à Martigues après l'avoir déclaré contenu. Les pompiers font face à une réactivation du feu sur son flanc gauche cet après-midi. 340 hommes et 130 engins sont mobilisés ainsi que 4 Canadair. Un hélicoptère bombardier d'eau. Depuis hier, l'incendie a parcouru 240 hectares. Jair Bolsonaro contraint de porter un bracelet électronique, décision de la Cour suprême du Brésil qui lui reproche d'inciter à des actes hostiles contre le pays. C'est une suprême humiliation, a simplement dénoncé l'ancien président. Et puis on apprend la mort du cardinal André XXIII. Il avait été archevêque de Paris entre 2005 et 2017. Il avait 82 ans. C'est l'actuel archevêque de la capitale, Laurent Ulrich, qui a annoncé son décès dans un communiqué. Voilà, retour donc sur le plateau du Grand Dossier. Nous accueillons Bertrand Galichet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, grand reporter et spécialiste des relations internationales. Alors, on parlait tout à l'heure de ces propos du général américain sur la prise inédite et rapide de l'enclave russe de Kaliningrad. Tout cela s'inscrit aussi dans cette course à l'armement pour l'Ukraine et le deal annoncé par Donald Trump lundi, envoyer des armes défensives à Kiev et le faire via l'OTAN qui achèterait les armes américaines à 100% pour les envoyer ensuite en Ukraine. Un deal qui intervient après des bombardements massifs russes quasi quotidiens ces dernières semaines. On écoute le président Trump. Quand on pense aux premiers missiles patriotes, à certaines de ces armes que nos alliés vont acheter, elles sont déjà expédiées. En provenance de quel pays? Ils arrivent d'Allemagne et sont ensuite remplacés par l'Allemagne. Et dans tous les cas, les États-Unis sont remboursés intégralement. Voilà, il n'y a donc pas de temps à perdre pour l'Ukraine. Les préparatifs pour les livraisons de patriotes à l'Ukraine sont en cours. C'est le commandant suprême des forces alliées en Europe de l'OTAN, le général Grikinevich, qui l'affirme. Mais est-ce si simple que cela? Vous allez le voir, ça n'a pas l'air. On va l'écouter, suivi du chancelier Friedrich Merz. Écoutez-les. Je n'ai pas dit qu'une décision serait prise dans les prochaines heures. Les ministres de la Défense négocient actuellement les modalités de livraison rapide du nombre nécessaire de patriotes en Ukraine. Il faut également les transporter et les assembler. Ce n'est pas une question d'heures, mais de jours, voire de semaines. Mais les négociations sont très concrètes, même si nous n'avons pas encore de résultats. Cependant, la partie américaine est disposée à le faire. Mais ce que je peux dire, c'est que les préparatifs sont en cours. Nous travaillons en étroite collaboration avec les Allemands sur le transfert du Patriot et les directives qui m'ont été données sont de partir le plus rapidement possible. Voilà, et l'ambassadeur américain à l'OTAN abonde, Matthew Whitaker. Il dit que les États-Unis agissent rapidement et précise que les États-Unis pourraient également vendre des systèmes patriotes provenant de leur propre stock. Bertrand Galichet, quand on écoute Friedrich Merz, on s'aperçoit quand même que ça ne va pas être si facile que ça, si rapide non plus. Est-ce qu'on est vraiment dans une accélération ? Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de problème politique véritablement en Allemagne pour la délivrance de ces patriotes. Il y a probablement un problème technique, il y a des problèmes logistiques sans doute, en tout cas des questions de cet ordre-là à résoudre. En tout cas, sur le plan, je dirais, de la coalition au pouvoir à Berlin, il n'y a pas véritablement d'opposition majeure en ce qui concerne les armes de défense. La problématique, elle est surtout sur les armes offensives, sur les armes de longue portée et notamment sur les fameux missiles Taurus, sur lesquels Friedrich Merz est extrêmement ambigu depuis des semaines, après avoir dit qu'il n'en était pas question, puis qu'il les livrerait, puis qu'il ne savait pas trop. Donc pour l'instant, on est quand même dans le flou artistique le plus total de ce point de vue-là du côté des Allemands. Mais pour les patriotes, ils vont probablement, oui, trouver une solution. Les Américains les poussent beaucoup, les incitent effectivement à résoudre ces questions logistiques que j'évoquais. Oui, mais Sylvie Bermann, effectivement, voilà, quand on entend le chancelier d'ailleurs qui a rappelé qu'il allait envoyer des armes longue portée en Ukraine, mais il est resté quand même assez vague, il n'a pas parlé de Taurus.
Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'il avait même dit pendant sa campagne qu'il enverrait les Taurus tout de suite, alors que Scholz s'y était opposé. Donc c'est vrai qu'il procrastine effectivement beaucoup sur le sujet. C'est plus facile pour les armes défensives, parce qu'encore une fois, tout le monde, que ce soit Trump ou les pays européens, ont été choqués par les frappes dans les villes, et donc là-dessus, il y a effectivement ce consensus. Et par ailleurs, Trump ne manque pas l'occasion de rappeler que lui ne paiera rien pour ça, et que ce sont les Européens qui paieront, qui achèteront aux États-Unis, qui eux donneront à l'Ukraine. Et pour les armes offensives, il y a des discussions effectivement actuellement, mais plutôt en Europe, parce que je pense que Donald Trump y est moins favorable. Il a laissé 50 jours à Vladimir Poutine, mais je ne pense pas qu'il veuille alimenter la guerre. Je pense que ce qu'il veut, c'est donner aux Ukrainiens la possibilité de se défendre, mais pas nécessairement d'attaquer, même si là aussi, il a été un petit peu flou dans ce qu'il a dit. C'était très frappant dans le bureau ovale, Mark Rutte et Donald Trump, où Donald Trump n'a pas une seule fois évoqué autre chose que les armes défensives et les patriotes, alors que Mark Rutte a laissé entendre qu'il pourrait y avoir d'autres types d'armes. Mais le problème, effectivement, et notamment en Allemagne, il est sur la question armes défensives ou non. Parce que Merz a beaucoup varié, et surtout, il doit faire aussi les comptes avec son allié de coalition, les sociaux-démocrates, et Boris Pistorius, qui était par ailleurs à Washington en même temps que Mark Rutte, ce qui a permis d'ailleurs de lancer assez vite le dispositif patriote. Oui. Lui est très ambivalent, beaucoup plus encore que Friedrich Merz, sur la question des Taurus. Et pourquoi ? Lui, c'est un ministre de la Défense extrêmement pro-otanien, extrêmement engagé dans le soutien à l'Ukraine, c'est incontestable, mais il doit faire les comptes avec la base de son parti, le SPD, et aussi, il y a la réalité d'une opinion allemande, qu'il ne faut pas l'oublier, dans une partie consistante, sinon majoritaire, est quand même sur le pied sur le frein à propos de l'Ukraine, et notamment, on le voit avec le succès à l'extrême droite de l'AfD, qui est évidemment totalement pro-russe et opposé à la guerre en Ukraine. Donc il y a cette réalité qui est là en Allemagne aussi. Oui, et Guillaume Lagam, sur cette multiplicité de discours finalement américains qui nous disent, voilà, on y est, on va y arriver, on va prélever même sur nos stocks, etc. Trump avait déclaré le 16 juillet que des missiles de défense, donc aériennes patriotes, étaient déjà en route. Quand on regarde ce qui se passe dans le ministère de la Défense allemand, eh bien, non, ils disent, voilà, on n'a aucune connaissance d'une telle expédition. Moi, les deux choses qui me frappent là dans la séquence, c'est que d'abord, sur un plan purement militaire, on a la livraison de ces patriotes, et qui est autour duquel on discute beaucoup. Elle va produire un effet, bien sûr, mais je pense que c'est peut-être en fait l'arbre qui cache la forêt, parce que les patriotes, vous le savez, ils sont très utiles pour intercepter des missiles, pas nécessairement pour intercepter les Shahed, les drones en fait, qui inondent le ciel ukrainien. Et là, je pense que le vrai enjeu, c'est plutôt financer les capacités ukrainiennes d'interception, parce qu'ils ont eux-mêmes des drones intercepteurs qui sont très utiles pour intercepter ces fameux drones. Et donc, si vous voulez, il y a un enjeu financier qui est presque plus important, mais qui est derrière l'aspect très symbolique qu'ont les patriotes, dont par ailleurs on sait qu'ils sont très coûteux à utiliser. Ça, c'est ma première réflexion. Et la deuxième réflexion, c'est que je trouve que là aussi, c'est impressionnant de voir comment le débat a évolué depuis 6 mois. Rappelez-vous, quand l'administration Trump est arrivée, on avait l'impression que les États-Unis sortaient du dispositif, qu'il allait falloir que les Européens se substituent aux États-Unis dans le soutien à l'Ukraine. Et là, finalement, je trouve qu'on est un peu revenu à la case départ, et en même temps, finalement, avec la bénédiction des États-Unis. C'est-à-dire que font les Ukrainiens, que font les Européens ? Ils attendent, quand je dis les Européens, les Allemands, les pays du Nord, les Néerlandais, tous ceux qui ont dit qu'ils allaient aider l'Ukraine, ils attendent que les États-Unis fournissent ces armes, ils sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour aider le dispositif. Donc, c'est positif dans le sens où il y a un investissement européen, mais on est quand même un peu loin de l'autonomie stratégique dont on parlait. En réalité, on revient sur un schéma habituel, c'est-à-dire que les États-Unis donnent le ton et les Européens derrière financent l'effort de défense. Alors, Général Chevresis, vous êtes resté avec nous pour le grand dossier. On va aller vers le grand écran avec vous pour un peu comprendre un peu mieux pourquoi ces patriotes sont vraiment incontournables et sont attendus vraiment avec beaucoup d'impatience. Voilà, ça c'est une batterie patriote. Expliquez-nous, Général. Alors, la batterie, elle est composée de plusieurs parties. Vous avez d'abord un poste de commandement, un radar,
un poste d'acquisition de l'objectif et vous avez des lanceurs. Et ce qu'on voit ici, là, ce sont des lanceurs. Vous en avez entre 4 et 8 selon les systèmes, équipés de 4 à 8 missiles chacun. Alors, justement, Donald Trump parlait de 17 patriotes, hein, donc c'était bien ces lanceurs-là, c'est pas 17 batteries. On regarde comment ça fonctionne, Général. Alors, il y a un radar qui détecte. Une fois que le radar est détecté, il y a un contrôle pour l'interception, donc une deuxième, partie 2, hein, qu'on voit là, qui vérifie effectivement là où qu'est-ce qu'il faut intercepter. Et enfin, le lanceur, il va y envoyer 1 à 2 missiles à chaque fois. Alors, un missile, c'est quand même entre 3 et 4 millions de dollars. Donc c'est pas négligeable. Et la batterie en elle-même, 1 milliard. L'ensemble du système, c'est 450 millions de dollars pour ce qui est, je dirais, commandement et radar. Et vous avez les lanceurs, ça coûte 650 millions de dollars. Donc vous avez une batterie de 4 à 8 lanceurs qui vaut aux alentours d'1 milliard de dollars à chaque fois. Oui. Combien de temps ça prend tout ça à partir du moment où on a détecté le missile qui arrive et on l'intercepte? Alors, de mémoire, on intercepte des missiles qui vont à Mach 4, me semble-t-il, donc à 5000 km/h des missiles adverses. Et le missile est capable d'intercepter, donc il doit sans doute être dans la même vitesse, sachant qu'en outre, comme il y a une détection bien en amont de la batterie, on sait où le missile va aller, dans quelle direction il est, et effectivement, on peut frapper jusqu'à 100 km le missile qui vient vers vous. Une batterie patriote qui n'est pas infaillible non plus, Général, parce qu'on sait qu'il y a des missiles qui sont très manœuvrables du côté russe et qui réussissent à échapper à ces patriotes. Tout à fait, il n'y a pas de 100%. Hein. C'est pour ça que très souvent, il y a quand même 2 missiles qui sont tirés, mais effectivement, il y a des mesures d'évasion, comme on dit, des missiles adverses. Et la difficulté, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on intercepte essentiellement? C'est d'abord les missiles balistiques, qui sont très difficiles à intercepter et qui viennent de très loin de la Russie. Vous avez les missiles de croisière, mais effectivement, comme le disait notre camarade ici présent, on ne tire pas les drones avec ce type de matériel. Oui, et sachant qu'il n'y a pas que ce type de matériel, vous avez aujourd'hui en Ukraine plusieurs types de matériel. Vous avez le Patriot, vous avez le concurrent qui monte en puissance, qui est le Mamba français. Dont on va parler. Très bien. Et vous avez d'autres systèmes qui sont allemands, l'Iris, pareil. Et vous avez un système norvégien, mais aussi sponsorisé par les Américains, le NAM-SS. Beaucoup de soldats aussi pour manœuvrer cette batterie. Une centaine de soldats? Tout à fait. Il faut environ 90 à 100 personnels. Et il faut 6 mois à 9 mois de formation pour rendre une batterie opérationnelle. Alors, quand on voit la portée 40 à 160 km, est-ce que ça veut dire elles sont où ces batteries? Est-ce qu'elles sont près du front? Est-ce qu'elles sont loin du front? Elles sont loin du front parce que leur cible, les cibles à protéger en fait. C'est bien pour protéger des cibles. C'est les villes les plus importantes, Kiev en particulier. C'est aussi les centrales énergétiques, toutes les infrastructures énergétiques. Voilà. C'est sans doute aussi les aéroports. Les aérodromes militaires en particulier, et puis tout ce qui pourrait se rattacher à l'industrie d'armement en progression. Et là, on sait bien qu'une grande partie des cibles de tous les missiles, en particulier russes, c'est de casser l'infrastructure de l'économie de guerre, en fait, de l'Ukraine. Donc elle serait située peut-être aux alentours de Kiev, peut-être vers l'ouest du pays également? A priori, elle ne doit pas être ici. Ça ne sert à rien. En revanche, on est bien là. On est sur Lviv sans aucun doute. Et puis les autres sensibles, et pourquoi pas Odessa, mais ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais plus on est proche du front, plus ces matériels sont détectables, plus ils sont la cible des frappes ennemies, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se permettre de perdre des batteries, donc elles sont déployées. Et n'oublions pas qu'elles ne sont pas déployées dans un 100 mètres carrés, ce sont sur plusieurs kilomètres carrés, l'ensemble de la batterie pour en assurer justement la protection. Effectivement, il y en a 7 plus ou moins, c'est ça, en Ukraine, 7 qui Aujourd'hui, de mémoire, il y en a 7, dont 3 livrés par les Allemands. Et les autres, les Américains en ont livré 2. Et je crois que peut-être les Danois en ont livré 1, mais j'en suis pas sûr. Alors vous disiez loin du front, effectivement, il ne faut pas que ce soit détectable. Est-ce que ce sont des batteries qui sont littéralement traquées par les Russes? Ah, tout à fait. Alors il y a eu un grand débat il y a quelques mois sur une batterie qui aurait été visée. Mais de toute façon, les Ukrainiens ne communiquent pas. Ils ne peuvent pas communiquer. Parce que s'ils commencent à dire qu'effectivement, leurs batteries, à ce prix-là, fournies par les nations voisines, sont vulnérables, ce n'est pas bien.
Donc, il y a forcément eu des dégâts quelque part, mais à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut simplement constater? C'est que toutes les attaques russes par missiles et par missiles de croisière et missiles balistiques ne sont pas toutes arrêtées. Ça prouve qu'il y a bien un trou dans le dispositif, soit parce qu'il n'y a pas assez de batteries, soit parce qu'il y a peut-être des batteries qui n'ont plus de munitions. Si on prenait l'exemple finalement de la production américaine des missiles pour Patriot, c'est une production de 550 missiles par an. Oui. Par an. Avec dernière question générale, quel est le rival du Patriote? Alors effectivement, on l'a cité, hein, c'est le SMPT. Mamba. SMP, oui, le nouveau nom du Mamba. Hein. Ouais. Ça peut être le potentiel rival du Patriote? Le Mamba, nouvelle génération, qui est mis en opération, rendu opérationnel en 2025 par les Français, enfin franco-italiens, a pour objectif d'être le concurrent direct du Patriote, moins cher. Mais c'est bien l'objectif. Il y a deux principaux systèmes d'armes aujourd'hui antibalistiques. Ce sont bien le Patriote d'un côté et d'autre part le Mamba franco-italien. Allez, on peut se rasseoir. Général, merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Et on précise d'ailleurs que les Suisses attendaient, Marc Semo, des batteries patriotes et les Américains leur ont dit, écoutez, il va falloir retarder cette livraison. Oui, comme pour les autres pays européens, les Suédois aussi probablement vont envoyer une partie de leurs patriotes à l'Ukraine et d'autres pays européens vont faire de même. C'est une question évidente de l'urgence. Je voudrais qu'on écoute maintenant un sonore, c'est celui de la haute représentante de la diplomatie européenne, c'est Kaja Kallas. Alors c'est vrai que depuis que Donald Trump a annoncé ce mécanisme via l'OTAN, la réalité c'est que ce sont les Européens qui vont devoir payer. Regardez ce qu'elle dit à ce propos. Si nous payons pour ces armes, c'est notre soutien. C'est donc le soutien de l'Europe et nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider l'Ukraine. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde de faire de même. Si vous promettez de donner les armes et que vous dites que quelqu'un d'autre va les payer, ce n'est pas vraiment vous qui les donnez, n'est-ce pas? Voilà, Sylvie Berman a la raison, Kaja Kallas. Absolument, c'est du bon sens, mais bon, c'est ce qu'on peut attendre de Donald Trump. Il a dit depuis le début que de toute façon, il ne donnerait rien, que tout lui serait payé. Donc effectivement, ça apparaît comme un don des Américains, puisque c'est eux qui décident, mais ce sont les Européens qui paient. Mais dans l'OTAN, il y a quand même un pourcentage des dépenses américaines. Oui, mais est-ce que c'est l'OTAN c'est ça le flou. C'est qu'on dit... Parce qu'il dit l'OTAN, mais je pense que c'est les pays de l'OTAN. Oui, il veut dire les pays de l'OTAN, parce qu'il existe un organisme d'achat de matériel au sein de l'OTAN, mais qui est destiné aux forces de l'Alliance elle-même. Et ce sont des montants très petits. Hein. Ce sont en fait les parties de l'Alliance qui sont... mises en commun, notamment, vous savez, les avions d'observation, etc. Donc là, je pense qu'on n'est pas dans ce mécanisme-là, mais dans l'esprit de Donald Trump, qui ne va pas descendre dans les détails, c'est juste un moyen... En fait, non, mais c'est intéressant pour lui politiquement, parce qu'il a montré que les nations de l'OTAN, dont les dépenses allaient s'élever à 5%, 3,5 plus 1,5, et bien cette augmentation, elle se traduit pour lui par des achats de matériels américains. Donc c'est aussi un moyen de satisfaire son électorat. Oui, mais effectivement, mais là, il passe un peu pour le sauveur Donald Trump, alors que finalement, il ne paye rien. America First, tout sera payé. Attention, il dit qu'il ne paie rien. Ensuite, qui ira vérifier qu'est-ce qu'on va payer, qu'est-ce que les Américains vont réellement nous facturer? Vous savez, tout ça, quand même, il y a un aspect déclaratoire. Il est évident qu'en public, il dira que les États-Unis non seulement n'ont rien payé, mais même ont gagné la transaction. Est-ce que ça sera réellement le cas? J'attends de voir. Par exemple, les matériels, si je suis vraiment très précis, les matériels qui vont être transférés à l'Ukraine sont des matériels qui sont déjà en service. Donc leur valeur marchande, si vous voulez, n'est pas la même que les matériels qui vont arriver des États-Unis sortis d'usine. Donc il va y avoir là aussi une évaluation qui sera difficile à conduire. Vous savez, il y a eu beaucoup, rappelez-vous, depuis le début du conflit en Ukraine, des chiffres un peu astronomiques ont circulé sur les matériels qu'on donnait à l'Ukraine. Or, la réalité, c'est que beaucoup de matériel étaient quand même des matériels vieux, voire, sous le contrôle général, obsolètes. N'empêche que ça faisait quand même bien de dire on donne tel et tel milliard en valorisant beaucoup ce qu'on avait donné. Donc je pense qu'à mon avis, il ne faut pas rentrer dans le détail.
Il faut simplement retenir que du point de vue des Ukrainiens qui ont besoin de ces matériels, l'opération est plutôt utile. Oui, mais en même temps, c'est effectivement du matériel usagé qu'on transfère aux Ukrainiens, mais ce qu'on va acheter aux Américains, ou en tout cas les Allemands et d'autres, c'est tout neuf et donc c'est plus cher. Donc les Américains sont gagnants. Ils sont gagnants, mais je crois que Volodymyr Zelensky n'est pas dupe, mais comme il a absolument besoin de Donald Trump, effectivement, il va remercier abondamment Donald Trump. Alors, Kaja Kallas, ce qu'elle exprime, c'est du bon sens absolu. Effectivement, et elle a raison de le dire. Sur ce mécanisme de l'OTAN, général, vous alertiez dès le début de la semaine en disant attention, là, ça va pas être pas très facile ce mécanisme. D'abord, c'est bien du remplacement du matériel déjà existant qu'il faut livrer. 2, on a parlé tout à l'heure de formation. Et puis, quand même, il va falloir lancer les chaînes de production éventuelles par la suite. Mais on est bien dans un deal. On vend de l'armement, finalement, qui va être acheté par les Européens. Donc, maintenant, il y a aussi une question de délai, donc, qui a un peu été évoquée. Alors, la formation, 6 à 9 mois, très bien. Et puis aussi, acheminer le matériel, le mettre là où il faut. Donc là, effectivement, à mon avis, il va y avoir quelques soucis. On est dans le déclaratoire. Maintenant, combien de temps ? Même M. Merckx a évoqué quand même quelques jours, quelques semaines, on va finir par quelques mois bientôt. Et si je reviens à la formation, parce que de l'armement sans équipage formé, ça ne sert à rien. Donc il faut former les gens. Alors soit il y a une anticipation par les Ukrainiens en formant déjà des équipages de patriotes, enfin des servants de patriotes, soit ils ne l'ont pas encore anticipé parce qu'ils n'étaient pas du tout sûrs de les avoir. Et là peut-être il y aura un temps mort. Mais là on n'a aucune information sur la question. Bertrand Galichet. Il y a aussi, je crois, une ambiguïté stratégique qui est entretenue à la fois par les Américains, par probablement des pays européens et par les Ukrainiens sur la livraison de ces batteries de missiles patriotes, parce que, naturellement, il ne faut pas donner un avantage pratique et technique aux Russes. Si on leur dit, voilà, il y a tant de missiles, tant de batteries qui vont arriver à telle date et par tel chemin, pourquoi pas leur donner carrément les coordonnées GPS. Donc, évidemment, il faut entretenir une certaine ambiguïté, un certain flou sur la façon dont les choses vont se passer concrètement. Ce qui me frappe quand même dans ce débat sur la livraison des missiles patriotes, c'est que en accordant ces missiles, finalement, Donald Trump, il laisse, je dirais, une forme de stand-by en permettant à l'Ukraine de se défendre, mais sans lui accorder des armes défensives qui lui permettraient de faire la différence. Et donc, c'est quand même assez étrange de voir que les États-Unis n'ont pas véritablement choisi leur camp, je dirais, en tout cas, la volonté, n'ont pas exprimé la volonté de faire aboutir la guerre à la faveur de l'Ukraine, parce que sinon, ils auraient pu agir différemment. Et là, pour l'instant, c'est quasiment un gel du front qui est proposé. Alors, autre point important dans ce contexte actuel, c'est ce deal américano-ukrainien en préparation et il concerne des drones. On parle d'un méga accord gagnant-gagnant entre le président Zelensky et Donald Trump. Hélène Zelani, vous nous avez rejoint pour nous parler de ce deal. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, ce deal qui est qualifié d'historique entre les deux pays, c'est Volodymyr Zelensky lui-même qui l'annonce dans le New York Post. Un accord gagnant-gagnant. Les États-Unis s'engageraient à acheter des appareils ukrainiens utilisés sur le champ de bataille, notamment des drones, et en échange, l'Ukraine achèterait des armes américaines et elle partagerait aussi avec les US des informations sur la guerre qui dure depuis maintenant plus de 3 ans. Kiev est également en pourparlers avec le Danemark, la Norvège ou encore l'Allemagne. Le président Zelensky, d'ailleurs, l'évoquait la semaine dernière. Nous préparons également de nouveaux accords avec des partenaires. Nous comptons sur les semaines à venir. Ces accords seront signés. Étape par étape, nous comblons le déficit de financement pour la production de drones et d'intercepteurs de drones et remplissons les chaînes de production ukrainiennes avec des commandes claires. Nous travaillons également avec des partenaires afin que la production dans leur pays fonctionne autant que possible. Alors toujours Volodymyr Zelensky, cette fois sur la chaîne Newsmax, le président ukrainien a rappelé « Nous produisons beaucoup nous-mêmes, il y a beaucoup de drones que nous sommes les seuls à posséder. J'ai dit à Donald Trump, je veux vraiment acheter des choses chez vous, des choses que vous êtes les seuls à posséder. Il m'a dit que l'Amérique voulait acheter des drones produits par l'Ukraine. » Alors ça, c'est donc pour les termes généraux et plus précisément, le deal, il porte avant tout sur la livraison de drones
car l'Ukraine est devenue particulièrement performante en la matière. Les drones, ils sont vitaux, on le sait, dans la tenue des combats, pilotés à distance. Ils sont utiles à la fois pour faire du renseignement, de la reconnaissance, pour frapper l'ennemi, bien évidemment. L'Ukraine, qui ne fait pas le poids en termes de soldats ou de missiles face à la Russie, est donc devenue spécialiste de la mise au point de ces engins grâce à ses experts en robotique et en informatique. Écoutez cet ingénieur ukrainien sur un drone ultra sophistiqué. Nous détenons les droits de propriété intellectuelle du drone Stalker. Nous l'avons perfectionné nous-mêmes. Nous avons obtenu un modèle très maniable. Il couvre facilement une distance de 15 km. C'est un outil de frappe efficace. C'est déjà le résultat de notre travail et notre équipe est passée de 4 personnes à plus de 200 pendant cette période. C'est vraiment considérable. Alors l'objectif des Ukrainiens est simple, il faut fabriquer à la fois bon marché, mais aussi fiable et efficace. Les drones dernière génération arrivent à pénétrer les défenses russes et à frapper jusqu'à plus de 1200 km au-delà de la frontière. Et alors les Américains, dans tout ça, eux, ils sont sérieusement en retard et c'est tout le problème en matière de drones. Selon une récente enquête du New York Times, le pays n'en produit quasiment pas, alors que les Chinois avancent à pas de géant. D'ailleurs, histoire de tenter de rattraper ce retard, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a décidé de réduire les formalités administratives pour enfin produire des drones aux États-Unis. On le voit, ces petites machines qui changent la manière de faire la guerre pourraient aussi réconcilier deux hommes que tout oppose, Zelensky et Trump. Merci beaucoup Hélène pour toutes ces informations. C'est un très bon point pour l'Ukraine. Guillaume Lagan, si ce deal devait se faire, ça voudrait dire aussi que quelque part il a réussi à se rendre indispensable dans la relation, le président Zelensky ? Oui, absolument. C'est vrai que là, ça serait d'ailleurs extrêmement original parce que d'habitude, vous savez, le marché américain de l'armement, il est très très protectionniste. Les Américains n'achètent rien en dehors de leur territoire ou très peu. Et donc le fait de nouer avec l'Ukraine une relation d'importation d'armes serait quand même une nouveauté. Maintenant, c'est le reflet de deux éléments. Le premier, c'est que les Ukrainiens, aujourd'hui, on considère qu'ils produisent 40% des armements qu'ils utilisent sur le champ de bataille. Les drones en font partie. Donc, en fait, ce qui va sortir de l'Ukraine demain, c'est une puissance industrielle qui, d'ailleurs, est vue en Europe par pas mal d'industriels comme une forme de concurrence. Ils se disent, les Ukrainiens vont nous tailler des croupières dans les marchés d'exportation parce qu'ils arriveront avec des matériels qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Et puis le deuxième élément, c'est que il y a, vous savez, un atout dans l'industrie de défense, c'est d'être utilisable sur le champ de bataille. Et évidemment, les Ukrainiens, un peu comme les Israéliens dans un autre registre, ils ont les moyens non seulement de fabriquer, mais d'utiliser en temps réel ces armements et de les faire progresser très rapidement. Et ça, c'est quelque chose que les Occidentaux, évidemment, ne peuvent pas faire et dont ils sont très friands. Donc je pense que c'est objectivement peut-être une bonne opération pour les Américains et, vous l'avez dit, politiquement, c'est une garantie de plus, après l'accord sur les minerais de Zelensky, qu'il tient les Américains et Trump par ce qui les intéresse, c'est-à-dire, plus fort encore que les valeurs, l'intérêt. Oui, merci beaucoup. Ça pose aussi la question pour les Européens. Parce que ce côté Ukraine, laboratoire de la guerre du futur, avec une avance immense sur les drones, là on disait que les Américains sont très en retard en matière de drones, on ne peut pas dire que les Français soient très en avance. Pendant très longtemps, on avait regardé ça avec la plus extrême suspicion. Donc, de ce point de vue-là aussi, pour nous, il y a énormément à apprendre. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que pour nous, l'Ukraine, c'est là, non seulement se joue là la future frontière de l'Union européenne, mais c'est aussi se joue là ce que pourrait être la future autonomie stratégique ou une autonomie ou un pilier européen au sein de l'OTAN, avec tout ce que les Ukrainiens ont acquis de savoir pendant cette guerre. Alors justement, en général, les drones, c'est le grand succès de l'Ukraine. Ils ont étendu ça à tous les domaines, aérien, terrestre, naval. Et l'objectif, notamment, je crois, pour 2025, c'est produire 30 000 drones longue portée. Oui, mais enfin, là, il y a l'aspect, je dirais, équipement. C'est vrai, nous sommes dans un conflit et il faut compenser le manque d'équipement autres et le manque d'hommes. Et on voit bien que les drones, aujourd'hui, sont une menace réelle pour les combattants. Et aussi pour la frappe dans la profondeur, parce que les Ukrainiens ont montré qu'ils pouvaient frapper dans la profondeur aussi bien des usines que des aérodromes. Donc, on est dans ces situations-là, finalement, où il faut repenser la guerre. Et il faut repenser la guerre aussi, sans doute, sur l'aspect économie.
Parce que l'aspect économique montre à l'évidence qu'un drone qui vaut quelques dizaines de milliers de dollars, et encore, par rapport à des missions dont j'ai parlé tout à l'heure, qui font plus de 3 millions de dollars, il y a un moment où les États occidentaux vont se poser la question de faire la guerre avec quoi et à quel prix. Et on sait que nos industriels de l'armement ont une tendance depuis de nombreuses années à faire de l'armement très sophistiqué, très performant, très cher. Parce qu'il faut se sophistiquer, mais le problème c'est que l'Ukraine nous montre qu'il y a une telle destruction des équipements, y compris les plus perfectionnés, qu'il faut changer de registre. Aujourd'hui, il faut penser low cost et masse. C'est ce que dit le chef d'état-major des armées. Il faut penser masse, il en faut beaucoup. Et le drone ne remplira pas toutes les missions. Parce que les drones ne rempliront, en fait, c'est une mission de destruction type d'artillerie. Moi, je n'assimilerais pas ce qu'il y a de l'artillerie aujourd'hui, aussi bien à courte portée qu'à longue portée. Oui, puis du harcèlement aussi, quand on voit ce que l'Ukraine fait sur Moscou. Là, c'est la deuxième nuit consécutive où des drones sont envoyés sur la capitale. Mais ça ne permet pas de gagner une guerre. Donc, de toute façon, ça ne suffira pas. Ce n'est qu'un aspect du problème. Moi, je reviens surtout à cette notion industrielle, où effectivement, il va falloir penser la guerre autrement. Et puis, quand on voit tous les témoignages et les enseignements des combattants en Ukraine, on voit aussi qu'il faut penser la guerre autrement et la faire autrement. Donc il va falloir penser aussi à des histoires de contre-mesures, il va falloir aussi penser qu'aujourd'hui, n'importe quel combattant, aussi bien équipé qu'il soit, est extrêmement vulnérable, beaucoup plus qu'avant. Toutes ces questions-là, il va falloir les évoquer. En fait, il faut vraiment repenser la guerre avec ce qui se passe en Ukraine, parce que c'est une guerre de haute intensité, avec de lourdes pertes en hommes, de lourdes pertes en équipement, et on voit que les équipements les plus performants ne sont pas ceux qui remplissent les plus grands succès, et que c'est de l'équipement finalement pas très cher, qui est non déterminant, mais suffisamment, je dirais, perturbant pour l'adversaire. Voilà, on rentre dans une ère de frugalité, on peut dire ça comme ça. Alors peut-être qu'on va compenser le nombre, beaucoup, mais comme on va en acheter beaucoup, on aura quand même un effet de masse financière. On ne sait-on jamais. Alors restez avec nous, dans un petit instant, on se penche sur ce 18e paquet de sanctions. Ça y est, il a été adopté par l'Union européenne. C'est l'un des plus sévères jamais adopté contre Moscou. On se penche sur les détails dans quelques instants dans le grand dossier sur LCI. Restez avec nous. Retour sur le plateau du grand dossier pour cette dernière partie. Alors que l'on attend les patriotes en Ukraine, eh bien ça y est, l'Union européenne vient d'adopter son 18e paquet de sanctions à l'égard de la Russie, présenté comme l'un des plus importants à ce jour contre Moscou. Pourquoi ? Eh bien parce que ces sanctions ciblent la manne pétrolière russe. On va voir tout cela en détail avec vous, Laura Pouget. Qu'y a-t-il dans ce 18e paquet ? Ce 18e paquet, il est massif, c'est le plus important depuis 2022. On confiait ce matin des sources diplomatiques à LCI. Une grande partie des mesures visent en effet le pétrole russe, dont la plus emblématique, la baisse de son prix de 60 à 47,6 $ le baril de brut. Il sera interdit à toute compagnie pétrolière de vendre du pétrole russe au-dessus de ce tarif, sous peine de sanctions. L'Union espère ainsi limiter la manne financière perçue par Moscou, qui l'aide dans sa guerre contre l'Ukraine. Bémol, elle est seule pour l'instant, puisque les États-Unis ne se sont pas joints à cette baisse de prix. Selon des diplomates européens, d'autres pays du G7, comme le Japon ou le Canada, pourraient en revanche s'y rallier. Ce 18e paquet prévoit aussi l'interdiction de toute transaction en lien avec les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Le premier est à l'arrêt, le second n'a jamais servi, mais l'Union européenne voudrait ainsi s'assurer qu'il ne puisse être réactivé. Un peu plus tôt cette année, souvenez-vous, des indiscrétions de presse avaient fait état de discussions entre Américains et Russes sur ce sujet. L'Europe a également ajouté 105 pétroliers fantômes à sa liste noire de navires, qui en comptait déjà plus de 300. Ce sont des bateaux souvent vieillissants, comme celui que vous voyez sur cette photo, exploités sous pavillon étranger, que la Russie utilise pour transporter son pétrole en contournant les sanctions, voire pour mener des sabotages. Enfin, dernière mesure importante, l'interdiction d'importation de pétrole russe raffiné par des pays tiers. Elle vise tout particulièrement l'Inde, premier client de l'or noir de Moscou, et qui en revend une partie aux Européens ensuite, sous forme raffinée. Alors Laura, est-ce qu'en dehors du pétrole, d'autres secteurs sont-ils visés ? Celui de la banque, Sylvia, 22 banques ont été ajoutées à celles qui sont déjà interdites d'accès à SWIFT, le système international de paiement. Par ailleurs, de nouvelles sanctions ont été prononcées contre un autre pays, la Biélorussie, voisine et alliée de Moscou, notamment des sanctions financières et un embargo sur les exportations d'armes. Objectif de tout cela, renforcer la pression sur la Russie pour aller vers un cessez-le-feu. Résumé ce matin, les sources diplomatiques françaises. Voilà, merci beaucoup Laura Pouget. Alors, ce n'a pas été facile de voter ce paquet, Sylvie Berman, notamment la Slovaquie. Elle bloquait toute avancée. Elle s'y est même opposée 6 fois.
Oui, absolument, mais parce que elle est plutôt pro-russe, mais en même temps, elle a obtenu des garanties sur le gaz, donc en contrepartie de son acceptation. En revanche, on n'a pas entendu parler de la Hongrie cette fois-ci, donc ça veut dire que les sanctions ont été adoptées donc maintenant à l'unanimité. On verra. Les sanctions sur le pétrole avaient eu des effets parce que c'était une grande partie ce qui contribue à l'effort de guerre. En même temps, les Russes ont trouvé la parade avec les bateaux fantômes. Donc maintenant, on sanctionne aussi les bateaux fantômes, mais c'est pas aussi. Mais c'était déjà le cas auparavant. Oui, mais on a rajouté 100 bateaux sur la liste. Par ailleurs, l'Inde revend depuis le début aux Européens effectivement du pétrole russe. Les Chinois continuent d'en acheter beaucoup. Maintenant, ces sanctions, elles concernent les Européens, peut-être effectivement les Japonais et les Canadiens. Les États-Unis n'ont pas encore décidé, même au contraire, ils avaient levé un certain nombre de sanctions. Alors, il y a la menace du paquet qui est élaboré par le sénateur Lindsey Graham, de mettre des 500% de droits de douane sur les entreprises étrangères qui commercent avec la Russie, qui achètent ce pétrole russe. 500%, je ne suis pas sûre que les Chinois, les Indiens et les Brésiliens qui sont concernés l'acceptent, alors que... Oui. Ils n'avaient pas accepté des droits de douane à 125%. Juste pour compléter ce que dit Madame l'ambassadrice, je comprends qu'en fait, Monsieur Graham, maintenant, il parle d'une sous-proposition qui serait plus 500%, mais 100%. Ça, c'est Trump. Voilà. Et avec un délai de 3 mois, d'après ce que j'ai compris. Non, mais je dis ça parce que je suis tout à fait d'accord avec vous que ça paraît un peu inapplicable. Mais 100% avec 3 mois, c'est pas tout à fait pareil, parce que ça laisse quand même une marge de négociation aussi. Alors aux Chinois, mais aussi aux Indiens, qui sont quand même des partenaires et des alliés des États-Unis, pour remettre en ordre en quelque sorte leur économie et se passer du pétrole russe. Mais alors, quelle efficacité, Bertrand Kalichet, de ce 18e paquet de sanctions? Alors, Laura l'a dit, tous les pays du G7 ne vont pas se joindre à ce mécanisme. Quelle efficacité a-t-il? D'abord, ce sont des mesures, on le voit, extrêmement hétérogènes, mais c'est le cas depuis le début, puis au fond, c'est le but, c'est-à-dire essayer de taper partout, ça peut faire mal. Parmi les mesures qui ont été annoncées, il y en a qui peuvent, semble-t-il, être plus efficace que d'autres, notamment sur l'ajout des 20 ou 22 banques supplémentaires exclues du système SWIFT. Tout ce qui touche à l'économie intérieure ou internationale de la Russie, évidemment, peut peser sur la guerre. Sur les pétroliers, par exemple, on dit, on a rajouté aux 300 et quelques pétroliers une centaine d'autres qui sont sur la liste noire. Oui, et alors, ils sont sur la liste noire. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire être sur la liste noire? Est-ce que ça empêche ces pétroliers de livrer du pétrole russe? Non, ce sont des bateaux qui sont sous pavillon de complaisance et dont la seule menace, c'est d'être privé d'accoster dans un port de l'Union européenne ou des pays qui participent à ces sanctions. C'est pas très grave, ça ne les empêche pas d'aller livrer du pétrole en Inde ou en Chine. En revanche, les mesures qui peuvent être appliquées contre la raffinerie en Inde qui appartient à Rosneft, donc à l'industrie pétrolière d'État russe, ça, effectivement, ça peut taper au portefeuille très fort. Donc, vous voyez, ce sont quand même des mesures qui sont inégales les unes par rapport aux autres. Celle qui concerne les pétroliers me paraît assez emblématique de mesures symboliques. Et de l'impuissance peut-être finalement d'arrêter la Russie. Parce que l'économie de guerre russe fonctionne à plein régime. D'une certaine façon, jamais autant d'argent n'a circulé en Russie. Le taux de chômage est 2 et quelques %. Il y a le problème crucial de la Russie, c'est la main-d'œuvre aujourd'hui, parce que effectivement, c'est une économie en trompe-l'œil, dopée par l'argent public, mais pour le moment, elle marche. Et toute la question, c'est de couper ces revenus pétroliers qui permettent de tenir le budget. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 4 d'être intervenus dans ce grand dossier.